À la une ce soir, Bruno Nestor Azero, élu maire de Sainte-Marie en un seul tour. Il est arrivé largement en tête face à ses deux autres concurrents avec 58,80% des suffrages exprimés. Il devra céder sa place de député à sa suppléante Manuela Mondésir. Une suppléante justement qui sera la deuxième femme députée de la Martinique. Propulsée à cette nouvelle fonction, elle entend poursuivre les projets de son prédécesseur. Portrait à découvrir dans notre édition. La tension monte d'un cran au sein du PNM. Les grévistes ont tenté un coup de force aujourd'hui en s'introduisant dans les locaux de la CTM pour demander des négociations. Les syndicats non mobilisés prônent un retour au calme. Et puis les surveillants pénitentiaires se sont mobilisés ce matin, un mouvement pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Ils se sont entretenus avec le préfet dépêché sur le piquet de grève. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Et il a voulu récupérer son fauteuil de maire de Sainte-Marie et il y est parvenu en un seul tour. Bruno Nestor Azero a été élu hier avec 58,80% des suffrages exprimés devant Jean-France Covert, 32,94% et Louis-Philippe Birba, 8,26%. Une victoire sans appel pour celui qui affiche déjà ses nouvelles ambitions. Retour sur cette soirée électorale avec Kathleen Bilascopette, Loïc Régis et Michelet François. Une foule en délire et un homme au sommet. Bruno Nestor Azero reprend les clés de l'hôtel de ville. Ses partisans exultent. Il était temps qu'il revienne à cette malle pour calmer un petit peu les choses. Manidité Kossal, pour tout ça qui n'est c'est tout ce qu'on avait besoin à cette Marie, on l'a. Bruno Nestor Azero. Malgré une campagne très active, cette élection partielle n'aura pas vraiment mobilisé. La participation recule de près de 10 points par rapport à 2014. Moins de votants et quelques 2000 voix de moins pour la liste d'Azero, qui obtient pourtant la majorité absolue dès le premier tour. Vous nous avez donné une très belle victoire. Une victoire contre le dénigrement. Une victoire contre la méchanceté. Une victoire contre des gens qui n'ont pas été reconnaissants. Le mouvement Initiative Populaire compte désormais 27 sièges au conseil municipal contre 30 en 2014 et perd un siège à Cap-Nord. Mais le futur ex-député du Nord le confirme, Sainte-Marie redevient son unique centre de gravité. Cette mission que j'avais commencée depuis bien longtemps et que j'avais dû abandonner pour cause de non-cumul de mandat, donc ce soir, bien sûr, Manuela Mondésir va prendre le relais sur la circonscription. Et je reviendrai en mairie pour continuer le travail et puis bien sûr préparer demain. L'adversaire Louis-Philippe Birba obtient au final un siège de conseiller municipal. Pour sa part, le principal challenger et allié d'hier, Jean-France Covert, soutenu par Alfred Marie-Jeanne, devra se contenter d'un siège conservé à Cap-Nord et de 5 au conseil municipal. Une défaite au goût amer, mais le combat continue. Peut-être que nous n'avons pas été assez vicieux, assez menteurs, ça je le reconnais. Mais je me refuse justement de demander des cette télévision. Je me refuse de demander mentir pour les gens. Je dis exactement la vérité, je donne des preuves. Maintenant, cette marche est une vie spéciale. On a préféré rester dans la meilleure, dans le stade qu'on a à Sainte-Marie. Ce n'est pas un problème, c'est une expérience. Et je serai là de moi en 2021, je reviendrai en 2021. Et Jean-France Covert n'est pas le seul à nourrir des ambitions. Fort de leur victoire, Bruno Nestor Azero et ses colistiers sont déjà en ordre de marche pour d'autres conquêtes. Tenny Demoun, je vais changer Karine Mousseau, je vais changer Daniel Marissette, je vais changer Chabin, Alfred Marie-Jeanne. Et bien aujourd'hui, je m'ai dit que je fais ça, je m'ai dit que je fais un charnier et puis tout. Donc aujourd'hui, les Samaritains, grâce à la mobilisation, ils font un charnier et puis tous ces gens, ils ont la même force là, donc ils sont tous morts, politiquement parlant. Tous les gens que Marie-Jeanne a soutenus ont perdu. Et Marie-Jeanne, je te le dis, Alfred Marie-Jeanne, aujourd'hui, de cette Marie, que nous venons à la conquête de la CTM. Parce que le pays a besoin de respirer, de se développer. Samedi, place de la mairie, se tiendra le conseil municipal d'investiture, celui qui scellera définitivement le retour de BNA aux affaires samaritaines. Notre consultant politique Eddy Marajo nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Pour analyser tous ces changements. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette élection en un seul tour, Bruno Nestor Azero a montré qu'il était le patron à Sainte-Marie? Alors, il faudra d'abord qu'il remercie les Samaritains, bien sûr, et qu'il remercie le gouvernement
puisque vous le savez que le gouvernement, pour faire des économies, a enlevé la fameuse barre des 25% des inscrits pour être élu dès le premier tour. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, ce sera plus facile d'être élu au premier tour puisqu'il n'y a pas cette barre. Mais bon, pour revenir à Sainte-Marie, il est clair que les adversaires de Bruno Nestor Azero vont y réfléchir à 2 fois avant de proclamer très très vite leur victoire. Bon, il y avait peu de chances, très objectivement, que Bruno Nestor Azero, en tenant compte à la fois des résultats de 2014 et des résultats des législatives, soit battu à Sainte-Marie par les adversaires qu'il avait en face de lui. Alors, hasard du calendrier, la veille de l'élection, le magazine Business News d'Open Soft System plaçait Bruno Nestor Azero en 2e position dans le baromètre des hommes politiques. Est-ce que ça veut dire qu'il s'impose en plus de Sainte-Marie dans le paysage politique martiniquais? Oui, il y a un changement assez radical dans l'opinion. D'une part parce que l'opinion a changé, et il faut rappeler aux hommes politiques que tous les ans, le personnel des électeurs change, évolue, puisqu'il y a de nouveaux électeurs qui arrivent. Et grosso modo, on estime que tous les 10 ans, il y a entre 30 000 et 50 000 électeurs nouveaux. Donc ça change, et comme les électeurs changent, le personnel politique évolue. Il faut rappeler qu'au cours des 30 dernières années, il y a 30 maires qui ont changé. Donc le personnel politique, lui, évolue, et Bruno Nestor Azero fait partie de ces jeunes hommes politiques. Alors je dis jeunes par rapport à l'ensemble du personnel politique global, dont la moyenne d'âge est plutôt élevée, qui vont mécaniquement, horloge biologique oblige, vont prendre le pouvoir dans les 10, 15, 20 ans qui viennent au plus haut sommet. Donc on a suivi la courbe d'évolution de l'opinion positive de Bruno Nestor Azero. Quand il est rentré dans le baromètre il y a environ 10 ans, il était à environ 15% d'opinion favorable. Aujourd'hui, il dépasse les 40%, donc ce qui est assez normal. Mais il n'est pas le seul. Il y a Jean-Philippe Ninor, il y a Marcelin Nadeau, il y a Francis Carole, etc. Ce sont des gens qui, mécaniquement, progressent dans la hiérarchie des opinions favorables. Mais Bruno Nestor Azero a été plus vite que les autres parce qu'il a à la fois une particularité, c'est qu'il est extrêmement proche de la population. Il n'est pas le seul, mais il cultive ça. Et en plus, il réussit une ascension fulgurante en passant de conseiller général à député en l'espace de 10 ans, ce qui est relativement rare. Alors, une élection municipale qui semble plus large que ce qu'elle voulait bien laisser paraître, puisque Jean-François Covert a été soutenu par Alfred Marie-Jeanne, tandis que Bruno Nestor Azero a été soutenu par Jean-Philippe Nilor. Est-ce que, même si les membres du MIM ne le disent pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un divorce annoncé entre Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne? Je crois qu'il ne faut jamais, sur le MIM, jamais faire de prévisions qui soient un peu trop larges et un peu trop précises, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 2 des leaders forts du MIM qui ont choisi 2 candidats opposés et qu'il y en a un qui a gagné, c'est Jean-Philippe Nilor. En fait, le candidat soutenu par Jean-Philippe a gagné, le candidat soutenu par Alfred Marie-Jeanne a perdu. Mais ça ne veut strictement rien dire quant à l'avenir du MIM. Et encore une fois, c'est le candidat soutenu par Alfred Marie-Jeanne qui ne passe pas. Alors, comment on peut interpréter ça? Je ne crois pas que ce soit une loi. On l'a entendu dans le reportage. Cette année, on va dire que cette année, tous ceux que Alfred Marie-Jeanne a soutenus, ça a été un peu difficile. Mais bon, quand on est au pouvoir, au bout d'un moment, il y a un certain nombre de choses qui vont moins bien. Et peut-être qu'Alfred Marie-Jeanne paye l'exercice du pouvoir, tout simplement. C'est arrivé à Serge Letchimy, rappelez-vous. Une fois qu'il a gagné en 2010, tout de suite après aux législatives, ça a été plutôt la catastrophe. Non, je pense qu'il ne faut pas faire de paris sur ça. Et on l'a bien vu en 2015 par rapport à 2010. Mais surtout, il faut analyser, à mon avis, la capacité de quelqu'un comme Bruno Nestor Azero de participer au débat, entre guillemets, national. C'est-à-dire au-delà de la commune, au-delà de Cap-Nord, d'être dans le débat. Il avait déjà essayé, vous vous rappelez, avec le G20, et là, plus que jamais, à mon avis, il va falloir compter avec lui, puisque il l'a annoncé mardi dernier sur notre plateau qu'il comptait reformer ce G20. Il est déjà dans une perspective de conquête de la CTM. Ce n'est pas aussi facile que ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, et ça, il faut être très clair, personne ne peut gagner la future élection de la CTM sans alliance. Bon, on l'a bien vu. Ce sont des alliances qui vont s'affronter. Et il n'y a pas beaucoup de candidats pour faire des alliances. Et effectivement, le G20 peut être une alternative, mais comptez bien, à mon avis, sur Alfred Marie-Jeanne et sur peut-être Letchimy pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une troisième voie. Parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est de rejeter les 2 blocs
de chacun de leur côté et d'offrir une offre électorale nouvelle. Et ça, je présume que les deux leaders en place ne vont pas accepter ça de bon gré. Alors, une élection municipale qui, en plus de clarifier les choses à Sainte-Marie, aura pour conséquence directe de propulser Manuela Mondésir au poste de députée de la circonscription du Nord. Si, comme Bruno Nestor Azero siège comme prévu en tant que maire, elle deviendra alors la deuxième femme députée de la Martinique. La question se pose alors si les électeurs de Bruno Nestor Azero sont satisfaits de ce changement et que pensent-ils de cette suppléante devenue titulaire? Voyez quelques éléments de réponse par Luis Sabas. Bonjour Madame la députée. Ah bon, tu écoutes les informations quand même. Écouter les informations. Dans sa commune natale de Saint-Joseph, les félicitations viennent de toutes parts. Il faut dire que par la règle du cumul des mandats, la suppléante de Bruno Nestor Azero hérite des fonctions de députée. Manuela Keklar-Mondésir compte poursuivre le travail de BNA avec en priorité le développement du Nord. Ça va, ben ça me fait plaisir. Ouais. Hein? Ouais, je sais. Je suis d'une commune rurale, le Nord, qui est mon territoire, on va dire, de prédilection de député. Ce sont des communes rurales. Donc vraiment le tourisme vert, c'est quelque chose pour moi qui est très important à développer. Je vais intervenir dessus. L'agriculture, évidemment. Mais nous avons aussi la santé et d'autres domaines qui sont pour moi très importants. Mais aucun sujet, aucun domaine ne sera lésé dès qu'il s'agira de la Martinique. Cet attrait pour le développement touristique s'explique facilement quand on sait qu'à 46 ans, Manuela Keklar-Mondésir occupe les fonctions de présidente de l'Office de tourisme de Saint-Joseph. Une implication dans la vie de sa cité qui a commencé très jeune par le milieu associatif. Mais c'est en 2000 qu'elle met le pied en politique où elle intègre les rangs du PPM, conseillère municipale de sa commune, conseillère communautaire, conseillère régionale. En 17 ans, elle fait ses armes et ne cesse d'évoluer en politique. Mais en janvier dernier, elle se met en congé du PPM avant de démissionner pour voler de ses propres ailes, se ressourcer et se consacrer à sa commune. La priorité, c'est Saint-Joseph. Je suis de Saint-Joseph, je veux faire évoluer ma commune et je travaille aux côtés, on va dire, des associations sportives, culturelles et j'ai vraiment envie de m'impliquer dans ma vie Joséphine. Et puis, il faut dire aussi que je suis très présente dans le Nord par rapport à mes amis, par rapport au réseau que j'ai constitué depuis quelques années. Et du coup, voilà. Et puis bon, je dois avouer aussi qu'il y avait des choix, hein, notamment les présidentielles que je ne partageais pas. Depuis, l'entente avec la plupart de ses anciens alliés se veut cordiale. Il y en a qui me considèrent aujourd'hui comme peut-être une ennemie, mais moi je ne suis pas de ce type-là. J'ai milité avec des camarades, je les respecte, j'ai respecté leur choix, je leur demande de simplement respecter le mien. En tout cas, j'ai de très bons rapports avec la plupart, notamment avec le président actuel du Parti progressiste martiniquais, Serge Letchimy. On échange, on discute et ce matin, j'ai reçu un petit message de félicitations. C'est à l'occasion des législatives que l'élu de gauche, sans étiquette, rejoint Bruno Nestor Azero. La suite est connue. La suppléante de BNA devrait dans quelques semaines occuper un siège au Palais Bourbon, représentant de fait la seconde femme députée de Martinique avec Josette Manin à l'Assemblée nationale. Alors Manuela Keklar-Mondésir qui est propulsée au poste de députée mais qui n'a finalement pas de suppléant. Alors que se passe-t-il s'il y a un problème? Oh non, déjà, il ne faut pas le souhaiter. J'espère pas, mais c'est pour ça qu'il y a des suppléants. Bien évidemment, si elle démissionne ou s'il y a un problème quelconque, il faudra refaire l'élection dans le Nord. Voilà comment ça se... Mais bon, il faut quand même rappeler que là, on a 3 femmes parlementaires sur 6, ce qui est le record de l'ensemble des Outre-mer. On était les derniers, vous vous rappelez? Là, on est les premiers. On passe en premier. Merci à vous, Merci beaucoup. Barajo. Et je précise que Manuela Keklar-Mondésir sera notre invitée politique de demain. Il était l'un des cofondateurs du Parti progressiste martiniquais, adjoint au maire et fidèle compagnon d'Aimé Césaire. Lors de ses mandatures, Félix Cordémy est décédé hier à l'âge de 93 ans. Le maire Didier Laguerre et son conseil municipal ont adressé par communiqué leurs condoléances à sa famille.
En bref, un agent de sécurité du CHU de Fort-de-France a été blessé par arme blanche en début d'après-midi. On ignore pour l'instant les causes de cette agression, mais il a été blessé essentiellement au ventre. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur présumé des faits a lui été interpellé et placé en garde à vue. Son audition est en cours au commissariat de Fort-de-France. Voilà 47 jours qu'une partie du personnel du PNM est en grève et aucune issue ne semble se profiler à l'horizon. Les grévistes ont tenté un coup de force ce matin au siège de la CTM pour demander l'ouverture des négociations. En vain, les syndicats non mobilisés, quant à eux, prônent un retour au calme et certains parlent même de manipulation. Explication de Guy Raphaël René. Pas de barrage ni de piquet de grève devant les locaux du parc naturel. Aujourd'hui, les grévistes ont mené une opération escargot jusqu'à la CTM. Une partie de la délégation a pu pénétrer dans la collectivité, malgré le filtrage à l'entrée. Je dis à nous venir encore une fois pour dire, M. Marie-Jeanne, nous bisons, oui, pas d'avoir ni un problème de harcèlement moral, de chantage à l'emploi, de vagabondage, du fait de M. Louis Boutrin en disant parc naturel le journal là. C'est pour ça que les camarades rentrent, malgré qu'ils ont fait tout pour nous partir rentrer, pour nous demander un rendez-vous. Et M. Marie-Jeanne, depuis plusieurs coups, qui a fait ce rendez-vous là, pour nous prendre rendez-vous, pour nous parler de ces bêtes-là, et puis M. Marie-Jeanne, qui est président de l'exécutif Martinique. Des manifestants qui se disent prêts à dormir dans le hall de la collectivité tant qu'ils n'auront pas obtenu ce rendez-vous avec le président de l'exécutif. Au même moment, les deux syndicats de non-grévistes, à savoir la CFDT et Force ouvrière, étaient en réunion à Bellevue. Un certain nombre d'individus ont essayé de considérer que la CFDT venait contre quelqu'un, ce qui est faux. Et justement, c'est tellement faux que nous ne sommes ni contre un syndicat, ni contre un employeur, là non plus. Où il s'agissait de faire le point sur la situation après leur rencontre avec Louis Boutrin vendredi dernier et avec Ronald Brittmer quelques jours avant. Et qui a fait ressortir que deux points qui étaient très importants pour lui, c'était le fait qu'il soit remis à disposition du centre de gestion et qu'il y ait une requalification des sanctions disciplinaires. Nous avons rencontré M. le Président Louis Boutrin vendredi avec une délégation assez forte de la CFDT. Et il nous a dit que même si effectivement des gens avaient dit qu'ils ne voulaient plus de lui, il prenait de la hauteur et qu'il était prêt à échanger de façon positive, au moins sur ces points-là. Apparemment, encore bon matin, il a dit que même si le président a trouvé une entente et puis DGA, qu'il va continuer parce qu'il va parler de souffrance à un travail au parc. Mais nous tous savons que ça a toujours existé au parc. Même moi, je subi pendant 8 mois, je suis lancé. Il a déplacé moi, je suis dans le poste, tiré moi, et pendant 8 mois, je n'ai rien fait sans moi, je suis tourné. Je vais crier tous ces collègues-là qui laissaient, entre guillemets, subir lavage de cerveau, la manipulation, de ressaisir parce que les outils travaillent nous dans un mauvais espace. Après l'échec d'une première tentative auprès de Louis Boutrin, la CDMT a sollicité cette fois le préfet pour assurer une médiation dans le conflit. La préfecture aurait pris note de la demande mais attendait que tous les barrages soient levés devant les locaux du parc naturel. Et en fin d'après-midi, les grévistes se sont heurtés à un huissier dépêché à la CTM. Des gendarmes sont encore sur place et la mobilisation continue. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons de la 5e édition du forum QHSE qui s'adresse à tous les professionnels de Martinique. Un concentré d'expertise durant une semaine avec de nombreuses thématiques abordées. Journée porte ouverte dans les PMI de Guyane. Aujourd'hui, la sexualité a été la thématique la plus traitée. Et puis, Hubert Bornil nous présentera dans notre JT des communes un jeune trentenaire en situation de handicap qui lance son affaire de chauffeur particulier. Comment vivre sa sexualité de manière épanouie et surtout sans risque? Une question à laquelle ont répondu les centres de PMI de Guyane aujourd'hui. Sous forme de journée porte ouverte, ils ont répondu aux inquiétudes de chacun sur la vie intime. C'est un reportage de Pierre Tréfou. Pour cette 3e édition des portes ouvertes des centres de protection maternelle et infantile, tous les centres de Guyane ont ouvert leurs portes au public aujourd'hui. Le plus utilisé... beaucoup la pilule,
Après vous avez l'implant, qui est aussi beaucoup utilisé, puis vous avez la piqûre aussi. Alors, lequel est le plus utilisé? Je pense que c'est la pilule. Cette année, le thème de la manifestation s'articule autour d'une sexualité épanouie et sans risque. Le service de protection maternelle et infantile, ou PMI, assure la protection sanitaire de la mère et de l'enfant, mais organise aussi des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Pour les portes ouvertes, des ateliers de sensibilisation étaient proposés aux collégiens et lycéens. Ce que je vais vous expliquer, c'est pas en violant l'intimité, parce qu'en prenant le portable de quelqu'un, en fouillant le portable, de la même manière, vous allez sentir, si on fait ça pour vous, vous sentirez mal à l'aise. Vous n'allez pas apprécier pour fouiller vos affaires, pour savoir votre intimité. Alors, est-ce qu'il faut faire ça pour les autres, sous prétexte que vous voulez avoir une réponse? Le respect, on se respecte soi, on respecte les autres. On respecte l'intimité de l'autre. La fin ne justifie pas les moyens. C'est vraiment pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les moins jeunes, les parents, en fait, pour qu'ils puissent avoir un échange, pour vraiment que, en fait, qu'il y ait la notion de respect. Parce que à la PMI, c'est vrai qu'on parle de la prévention, mais il est important aussi de développer au sein de la famille des valeurs, justement, pour pouvoir protéger et inculquer certaines choses pour justement prévenir ce genre de situation-là. L'objectif de cet événement est de découvrir les services proposés par la collectivité territoriale pour les familles. De retour en Martinique avec la 5e édition du forum QHSE, comprenez qualité, hygiène, sécurité et environnement, qui est organisé cette semaine à la CCIM. Jusqu'au 1er décembre prochain, des ateliers et des conférences animées par une vingtaine d'experts seront à la disposition des acteurs économiques et des organes de gestion de la collectivité. Objectif: informer sur les réglementations sans cesse en évolution. Voyez les précisions recueillies par Luis Sabas. Aujourd'hui, le développement économique ne peut plus se faire suivant une courbe linéaire comme elle se faisait avant. Notre développement a des impacts sur l'environnement. Les sociétés doivent travailler en respectant l'hygiène et la sécurité des acteurs qui y viennent, les clients et les salariés. Et nous sommes une île en plus. Donc nous devons avoir cette réflexion de maîtrise de l'énergie et de promotion du développement durable et de l'économie circulaire. Le chemin est immense, le travail est immense, il y a des choses qui sont faites. En tant que Martiniquais, j'aurais tendance à dire qu'on fait bien mieux que nos amis de la Guadeloupe, que je connais bien, mais on a encore beaucoup de travail à faire au niveau des collectivités où les systèmes de recyclage ou de traitement des déchets fonctionnent, sont multiples, mais ont encore beaucoup en termes d'amélioration à faire. Nous avons un certificat qualité tourisme qui est en cours de développement et en cours de déploiement. Et nous avons un partenariat très important avec l'Espace Sud à ce sujet, où des commerçants rentrent dans une démarche de certification au niveau de ce certificat qualité tourisme. Les surveillants pénitentiaires de Ducoste ont manifesté leur colère aujourd'hui. Un mouvement pour soutenir leurs collègues de la Guadeloupe dans l'un des gardiens a été brûlé au 3e degré par un détenu. L'agresseur, qui a été condamné à 8 ans de prison supplémentaire, devait être transféré à Ducoste, mais le sera finalement dans un établissement de l'Hexagone. Le préfet de Martinique s'est rendu ce matin sur le piquet de grève où il a rencontré le représentant du syndicat Force ouvrière de la pénitentiaire. Voyez les réactions recueilles par Jean-Marc Darbreux. Vous avez face à vous une profession qui est carrément sur le chaos. Vous avez face à vous une profession, et c'est ne même pas vous le dire puisque vous le savez, quand vous entendez les événements en métropole, quand vous avez entendu récemment à Oni l'un de nos collègues se faire carrément assassiner sur la coursive par un détenu présumé islamique, nous n'avons pas ce phénomène ici en Martinique. Dieu merci. Mais ici, nous avons un autre problème. C'est une violence exacerbée par des conditions d'incarcération exécrables, exacerbée par des conditions de mise en place de loi pénale et de loi pénale en matière de gestion des alternatives à l'incarcération et de peine de prison sèche, ici en Martinique. Donc la profession, elle est ravagée, elle est sous le chaos.
C'est pas mentir que de vous montrer ces images, monsieur le préfet. C'est notre collègue de Bémao qui a été brûlé. Vous avez bien vu que la structure carcérale ici se remet en place. Les personnels sont motivés, mais ils sont délaissés. Ils travaillent dans des conditions déplorables et exécrables. Nous faisons de notre mieux. Il y a une vague de suicides récemment, monsieur le préfet. Il y a eu 3 suicides qui nous ont fait mal parce qu'on n'a rien pu faire pour empêcher à ces personnes de se suicider. Et l'État et la République en quelque part responsables par manque de moyens. Aujourd'hui, vous le savez, je viens présider le conseil de surveillance pénitentiaire sur les suicides qui ont eu lieu ces derniers jours. Et je sais que ça touche aussi le personnel et que vous vous sentez en totale implication là-dessus. Moi, j'entends tout ce que vous me dites, je suis allé à votre rencontre. Il y a dans ce que vous venez d'exposer des éléments qui me semblent tout à fait intéressants. Il faut qu'on travaille dessus. Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour travailler au fond sur quelques-uns des sujets. En tout cas, sachez que moi j'ai le plus grand respect pour votre profession, c'est le sens de ma présence ici et que je serai toujours à votre écoute, même quand il y a des phénomènes comme ça qui se passent, que je dénonce absolument. Et je comprends l'émotion qui peut être prise, je la partage, non seulement je la comprends, mais je la partage. Et vous pouvez compter sur moi pour travailler sérieusement avec vous sur ces sujets-là. Place au sport avec, comme chaque lundi, un retour sur les manifestations qui ont marqué le week-end. La victoire de Félix Bourg au 33e semi-marathon de Fort-de-France, l'avant-dernier tour de la Coupe de France de basket, zone Antilles-Guyane, qui s'est bien déroulé pour les filles de la Gauloise. Et enfin, statu quo en tête du championnat de Régional 1 de football. Retour sur un week-end de sport avec Karil Chassol et José Lecherti. Temps fort de ce week-end de sport, la 33e édition du semi-marathon de Fort-de-France est revenue à Félix Bourg. Le sociétaire de la SPTT a dominé la course de la tête et des épaules. Il parcourt les 21 km 100 en 1 heure, 8 minutes et 22 secondes. Le Rwandais Jean Damascène, triple vainqueur du semi, est deuxième. Le Martiniquais Gérald Gladon complète le podium. Chez les femmes, il est composé de l'Érythréenne Megdes Voldou, de Félix Fonjateino et de Cécilia Maubuchon. En basket, l'avant-dernier tour de la Coupe de France zone Antilles-Guyane a souri à la Gauloise chez les femmes. En Guyane, les partenaires de Marie-Claude Vallière se sont imposés sur le score de 56-38 face à l'US Namari. Au prochain tour, la Gauloise sera opposée à la MJC Abîme de la Guadeloupe. Ce sera le 9 décembre prochain. Moins de réussite en revanche chez les hommes pour le Golden Lion battu 72-61 par l'ASC Tours qui sera opposé au prochain tour à l'EDO de la Guadeloupe. Et pendant ce temps, en Martinique, on jouait la 6e journée du championnat de N3. Chez les hommes, le Wax a disposé du SC Lamantinois 88-60 et l'US du Causez a battu les Black Stars 76-57. Chez les femmes, l'Éclair est venu à bout de l'Aiglon 65-38. En handball, fin hier soir de la 7e journée du championnat de prix national. Chez les femmes, en clôture de cette journée, l'Arsenal a battu le Club Sport 37-14. Une journée sans surprise avec les victoires de l'USC Citron, du Réveil Sportif, de l'Entente AS Mondes Gauloise et de l'UJ Redoute. Au classement, les 4 premières places sont occupées par l'USC Citron, l'Entente AS Mondes Gauloise, le Réveil Sportif et l'Arsenal. Chez les hommes également, pas de surprise, victoire des favoris lors de cette 7e journée du championnat de pré-national. Au classement, le Réveil Sportif, l'Étoile de Gondo, l'Espoir de Floréal et l'USC Citron occupent les premières places. En volleyball masculin, la 7e journée du championnat a été marquée par les victoires du RCA, du Rayon et de l'Espoir. Les Lucéens qui sont leaders devant Arlésiens, Foyalais et Ansois. Chez les femmes, en excellence, victoire sur le même score, 3-7-0 pour l'Espoir, le Rayon et l'Éveil. Les Iléennes sont leaders devant Lucéennes et Ansoises. En football, la 9e journée du championnat de Régional 1 a été marquée par le score nul 1 partout dans le choc entre le club franciscain et le club colonial, mais également les 4 cartons rouges distribués lors de cette rencontre. Suite à un problème d'éclairage, le match New Star RC Rivière-Pilote a été arrêté. Les Violines menaient 3-0. L'Aiglon, le Golden Lion et la Samaritaine se sont imposés. Au classement, les franciscains ont toujours un point d'avance sur les clubistes. Le nouveau 3e, c'est la Samaritaine, en attendant la décision de la Ligue concernant le match New Star RC Rivière-Pilote. L'Aiglon est 4e, pas de changement en bas de tableau.
Chez les femmes, la 7e journée du championnat a été marquée par la victoire du Racing dans le Classico. L'US Lorinoise, l'Émulation et l'Entente Sporting Club Lamantinois Gauloise se sont imposés. Au classement, Franciscaine, Joséphine, Pilotine et Lorinoise se tiennent dans un mouchoir de poche. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec ce coup de projecteur sur un jeune trentenaire qui vient de créer son affaire de chauffeur de VTC. En situation de handicap, il rencontre encore quelques difficultés, mais les choses sont en bonne voie. Hubert Bornil et Michelet François l'ont rencontré et ont testé le concept pour vous. Regardez. J'ai décidé de me faire conduire aujourd'hui, conduite de personnalité, d'artiste, ça se passe comme ça dans son véhicule, c'est calme, on est tranquille, il y a le confort, quelques boissons fraîches pour la route, voilà. Nicolas Alexandre, c'est ce jeune trentenaire en situation de handicap, certainement inspiré par le système Uber Pop et qui lance son projet de véhicule de transport avec chauffeur, le VTC. J'ai choisi être chauffeur VTC parce que quand j'étais jeune, je voulais conduire des personnes de la société. C'est après un licenciement économique que l'idée lui est venue. Avant, il travaillait comme chauffeur de poids lourd. Chauffeur VTC, ça réclame faire la formation de 3 mois qui se passe en France, en métropole. Et ici, ça fait 1 an, ça commence à se développer. L'idée semble séduisante, cependant l'homme doit se battre pour faire aboutir son projet. Pour le moment, je suis en difficulté par rapport financièrement en difficulté. Mais si j'arrive à trouver une solution, je lance le projet et j'ai mes clients qui m'attendent. Son père l'a aidé pour le véhicule, mais c'est au niveau de l'administration que les choses semblent se compliquer. Il faut dire que le système VTC n'est pas encore entré dans les mentalités ici. Là-bas, à cause de Uber, les taxis voient mal, mais non, il faut comprendre que les VTC sont avec les taxis et on peut travailler ensemble si on peut travailler ensemble. Mais merci Nicolas. J'ai eu un bon voyage. Ça a été bien sympathique. Et puis, on s'appelle pour la prochaine, à mon retour. À bientôt. À mon retour, il faut retourner dès demain. Il y a du boulot. Information pratique avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking de la cité scolaire France Fanon à Trinité. Et puis, comme chaque jour ouvré, l'équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Ketman au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve Régine Shermani dans une poignée de secondes en Tchèque pays. À tout de suite.